Bonsoir Nina, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça, Adeline. Alors, on va parler un petit peu de toi parce que tu as un parcours un peu particulier pour expliquer comment tu es arrivé à cette modélisation d'une certaine façon de ton alimentation et de l'alimentation d'un point de vue plus général. Ouais, Donc les amis, j'ai bien noté toutes vos questions. On a bien noté. J'en prendrai. J'ai mon bloc-notes et tout. Donc super. mais on va laisser Alors, Nina nous expliquer un petit peu ce parcours parce qu'il y a une histoire derrière ce que tu proposes aujourd'hui. ouais. En fait, je n'avais aucune conscience alimentaire quand j'étais jeune, mais comme tout le monde, en fait, surtout que j'avais un corps de quelqu'un qui avait 20 ans, presque 30, voilà, et je pouvais tout lui faire, toutes les misères et me pardonner tout parce qu'en fait, j'étais jeune. Euh, et j'ai mis mon corps dans le mur à 28 ans, mais vraiment en tirant sur toutes les cordes que j'avais. Euh, et j'ai eu une diagnostic de sclérose en plaques à 28 ans. Et je dis jusqu'à aujourd'hui, j'étais très heureuse d'être vraiment tombée sur un neurologue vraiment pas pédagogue. Il m'a dit des trucs tellement horribles comme mais vous savez, des gens avec votre pathologie à 50 ans, vous êtes en fauteuil roulant, qu'en fait chez moi, ah oui, c'est chez moi, toutes les clignotants de rebelles se sont allumés et du coup, j'ai très vite pris un autre chemin euh, et juste pour ne pas faire ce que Louis me proposait. Et je suis allée consulter en Allemagne parce que je suis allemande pour entendre ça d'un Allemand. Et en fait, il m'a dit, OK, moi je vous confirme le diagnostic. À partir de maintenant, vous allez faire une psychothérapie. Vous allez vous occuper de votre stress. Vous allez changer votre alimentation et vous allez faire un truc qui vous change. Genre du qigong, du yoga, un truc comme ça, mais ouais, grouillez-vous quoi. Et je suis sortie avec ça de son cabinet. Je me suis dit, OK, tu vas faire ça. Je me suis cherché une thérapie et j'ai changé mon alimentation. Et depuis le début, j'avais vraiment un accompagnement extraordinaire de thérapeute parce qu'en fait, quand on est prêt, enfin, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Et j'ai vraiment voyagé depuis, alors ça remonte à 2006, donc ça fait 18 ans maintenant, que je voyage à travers l'alimentation. Euh, et que j'ai mis bout à bout des enseignements que j'ai fait chercher un peu à gauche et à droite parce qu'il y a 18 ans, il y avait très peu là-dessus. J'ai commencé avec genre l'alimentation ou la troisième médecine de Seignalais, j'ai fait Kousmine, voilà quoi, j'ai exclu le lait, le gluten, j'ai fait plein de choses. J'ai révisé plein de choses aussi pour moi. Et voilà quoi. Et aujourd'hui, moi, j'en ai fait ma formation, j'en ai fait mon parcours professionnel, j'ai vraiment ajouté énormément de qualifications à tout le savoir que j'avais accumulé. Et aujourd'hui, en fait, je suis coach et j'accompagne d'autres personnes malades. Enfin, ou aussi juste des personnes qui veulent être en bonne santé. Mais parce qu'en fait, j'ai trouvé que dans tout ce qu'on faisait, euh, il y avait plein de théories. Il y avait plein il faut faire ça, il faut faire ça. Qu'à un moment donné, on se perd dedans, on sait plus du tout quoi faire. Il manque le fil rouge. Et il y a vraiment plein de choses qui sont enseignées, qui sont justes, mais qui sont dépourvues de bon sens, quoi. Vraiment. Enfin, c'est compliqué à mettre en place quand vous prenez par exemple en classiquement un régime de food maps. Je dis mais qui peut venir avec un régime food maps quoi? On peut pas vivre avec ça, c'est pas possible en fait. Et pourtant ça fonctionne, mais c'est pas la solution. Donc aujourd'hui, j'ai créé l'alimentation du bon sens, tout simplement pour mettre les choses à leur place. En fait, c'est revenir au basique, c'est revenir au bon sens. Hmm. Alors, tu pratiques aussi la médecine chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, MTC. Ouais. Ça a permis d'accéder à un autre filtre de lecture peut-être? Complètement. En fait, je suis venue à l'alimentation au début par les biais classico-classiques, diététique, nutrition et tout ça. Et ça avait amélioré mon état, mais pas complètement. Et bon, j'ai enchaîné quand même diagnostic, burn-out, sclérose en plaques, et puis après 2 grossesses, parce que j'avais aucune conscience que ça pouvait éventuellement nuire aussi à mon corps. Donc en fait, fatiguer mon corps. Et après le deuxième allaitement, j'ai été au fond du trou, quoi. J'étais très fatiguée, j'avais plus de poussée, j'avais réussi à stabiliser ça, mais j'étais vraiment très, 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 très fatiguée. Il y a une copine à moi qui m'a dit, non, mais il faut que tu fasses une retraite régénérative des intestins avec telle personne, c'est un Allemand. Et je dis,
d'accord, ok. Et je l'ai appelé, on s'est vu pour un petit rendez-vous. Il a regardé mes pieds, mes mains et mon visage. Et il m'a dit, t'as ça dans ton corps. Et moi, je l'ai regardé. Je dis, mais comment tu peux savoir ça juste en regardant mes pieds, mes mains, mes mains et mon visage et ma langue et le pouls? Je lui dis, ah ouais, d'accord. Et je trouvais ça fascinant. Et il y avait 4 mois d'attente entre ce rendez-vous et le début du stage, au niveau de la cure, en fait, qui est un jeûne de 5 jours que je propose aujourd'hui en France, à laquelle je me suis formée aussi. Et je me suis dit, OK, d'accord, si j'ai 4 mois d'attente et que lui, il est basé sur la médecine chinoise et les enseignements ancestraux, bah, je vais me trouver un praticien de médecine chinoise en France. Et je suis tombée amoureuse de la médecine chinoise. Parce que d'un coup, tout était logique. Tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais compris, c'est comme s'il y avait un puzzle qui se mettait en place à l'intérieur de ma tête parce qu'à travers ce filtre-là, je me suis dit, ah ouais! Et du coup, je me suis lancée dans des études de médecine chinoise et j'ai tout de suite fait les spécialisations en diététique chinoise. Je les avais fait avant avoir mon diplôme. Tellement ça m'a transcendé en fait, Donc, au niveau de la compréhension du corps. toutes les informations que tu as collectées t'ont permis de les ordonner d'une certaine façon grâce à la médecine traditionnelle chinoise. Ouais, il y a quelque chose qui est très fascinant, c'est quand on essaye de mettre la médecine chinoise en congruence avec la médecine ou avec des maladies, des pathologies, ça fonctionne pas. Quand on essaye de mettre les enseignements de la médecine chinoise en congruence avec des enseignements de la diététique moderne ou des principes de nutrition moderne, ça fonctionne pas. Et à partir du moment où on les met en congruence avec la biochimie, ça fonctionne super bien. Et quand j'avais découvert ça, c'était impressionnant. J'ai tout de suite vraiment eu des clés et des compréhensions où je me suis dit, waouh, c'est incroyable comme un enseignement ancestral vieux de milliers d'années. Et riche de milliers Et d'années. riche, ouais, et peut déjà avoir dit tout ce qu'en fait on découvre à travers le microscope, tu vois. Et ouais, ça me permet en fait d'assimiler et de comprendre des choses d'une manière beaucoup plus globale au lieu de regarder un truc en spécifique. Il y a toujours beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent j'ai telle maladie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vas-y, mais en fait, c'est déjà avoir une maladie, ça veut rien dire. C'est quoi tes symptômes? C'est qu'est-ce que dit ton corps euh, pour qu'on a mis ce diagnostic dessus? Ah d'accord, c'est des douleurs. Ah d'accord, c'est de la fatigue. Ah d'alors, c'est tu digères pas. C'est plutôt dans ce contexte-là en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à la médecine chinoise et qui permet de voir le corps différemment, le corps humain. Ouais. Même si, c'est ce qu'on se disait, la médecine aujourd'hui, c'était la médecine allopathique et aujourd'hui, jusqu'à il y a peu de temps en France, on anesthésiait les symptômes, on soigne les symptômes et petit à petit, la médecine fonctionnelle arrive et c'est tant mieux parce que là, la médecine fonctionnelle va essayer de comprendre pourquoi il y a des symptômes. Ouais. Et la médecine chinoise fait ça depuis des siècles. Depuis des siècles, en fait, l'essentiel même de la médecine chinoise, c'est quoi ton terrain? C'est-à-dire ce virus qui est rentré en toi, cette bactérie qui est en train de se déployer, cet organisme comme par exemple le grand classique, le Candida albicans, hein, qui fait la dysbiose aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ce truc-là, que ton corps est capable de gérer tout seul, s'il a une bonne énergie vitale, pourquoi il a pu s'installer chez toi d'une telle manière? Et en fait, le but, c'est toujours d'assainir le terrain pour que le corps puisse reprendre un fonctionnement normal et de ne pas lutter contre un truc spécifique. Genre, quand on lutte contre le candidat, c'est difficile parce qu'il est partout et parce que vous pouvez pas lutter contre quelque chose qui est naturellement présent dans le corps. Comme par exemple aussi l'hélicobactère, il est naturellement présent dans le corps et on en a besoin. Mais à une certaine dose. Mais à une certaine dose. C'est exactement ça. Et le truc, c'est juste de remettre le corps dans son équilibre pour que chaque chose puisse revenir à sa place. Alors donc, retrouver l'équilibre du corps, ce qui veut aussi dire si nous sommes en équilibre, et ça c'est ce que je dis beaucoup aux personnes que j'accompagne, à partir du moment où on rééquilibre, ça nécessite une vigilance pour
toujours trouver ce point d'équilibre qui bouge, qui avance avec l'âge, avec les hormonales, enfin les bouleversements hormonaux, avec la façon dont on vit, avec son hygiène de vie, avec ce qu'on vit aussi dans sa vie émotionnelle, tout ce qui vient nous bouleverser, nous faire bouger dans le bon sens, dans le mauvais sens. Donc l'idée de rééquilibrer, c'est l'idée aussi de se dire voilà, aujourd'hui j'ai mon point d'équilibre, mais C'est ça. c'est que demain il est bougé. Ouais. Et juste d'accepter que, en fait, nous sommes, comme la médecine chinoise dit, on est le trait d'union entre le ciel et la terre. Et en fait, au ciel, il y a des climats. Il y a du chaud, du froid, de l'humidité, de la sécheresse. Sur la terre, en fait, il y a notre environnement, l'endroit où on habite sur cette terre. Il y a notre environnement qui peut être pollué ou pas, hein. C'est différent quand même si vous habitez en Ardèche ou en région parisienne. Ça, c'est pas du tout la même air qu'on respire. Donc, en fait, ça fait partie de la terre. Ou si vous bossez dans un environnement qui est pollué d'amiante. Des trucs à la con, hein. Mais en fait, on est que ce qui se passe entre les deux. Et en médecine chinoise, on dit qu'on peut influencer 30% entre le ciel et la terre. Donc, en fait, ça laisse peu de pouvoir dans nos mains. Mais en fait, les 30% suffisent pour pouvoir faire cet équilibre tout le temps. Et en fait, c'est le but aussi d'accepter que parfois on est là et que parfois on est là et que c'est normal parce que nous sommes un corps humain. Parfois, j'ai des gens dans mes programmes qui tout va mieux. Ça fait 3 semaines que tout va bien. Et puis après, ils m'appellent en panique pour me dire, non, mais ça fait 3 jours que mon corps, il déconne. Et je dis, mais oui, t'as peut-être juste pris froid. Enfin, tu es juste un être humain normal, quoi. Enfin, on a tous des choses qui viennent de l'extérieur. Ou est-ce que tu as peut-être vécu une grosse émotion? Ah, d'accord, ok, tu t'es disputé avec ton mari, d'accord, bah, c'est peut-être juste lié à ça. Donc, le but, c'est aussi toujours d'observer son propre équilibre et de dire, mais qu'est-ce qui se passe actuellement dans ma vie, dans mon corps, à l'extérieur et à l'intérieur. Oui. Donner du sens aux choses aussi. C'est ce que je vous proposais dans un post il n'y a pas très longtemps, suite au live avec Michel Odoul, où on trouvait un sens à quasiment tout, et où je vous proposais aux femmes qui traversent la période de la ménopause de voir à quel moment ça intervenait, et on s'est aperçu, et j'ai eu tellement de messages privés et de commentaires sous ce post où on s'aperçoit que ça a du sens. On ne rentre pas dans la ménopause à n'importe quel moment non plus de nos vies, finalement. Donc, aller chercher les sens connexes, en fait, qui peuvent nous apporter des informations. C'est exactement ça. Et donc, maintenant, aujourd'hui, tu es dédié complètement à l'alimentation. Ouais. J'en ai vraiment fait mon but de vie, en fait. Ça a tellement été impressionnant sur mon propre corps. Et puis après, au fur et à mesure, quand on expérimente en cabinet, en suivant des gens, à quel point, en fait, c'est puissant. Et je me suis rendu compte que en cabinet, on voit à peu près tout. On voit toutes les différentes typologies de gens, de maladies, d'émotions. C'est extrêmement riche dans la rencontre humaine. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, en fait, qui arrivaient dans mon cabinet étaient dans des situations de vie difficiles parce qu'ils n'avaient plus de force. Et en fait, parce qu'ils étaient fatigués. Et puis après, c'est parce qu'on est fatigué, on peut être énervé. Parce qu'on est fatigué, on peut être en mauvaise santé. Parce qu'on est fatigué, c'est juste parce qu'il manque de l'énergie vitale. Et quand on manque de l'énergie vitale, on ne peut pas changer sa vie. On peut pas quitter un boulot dans lequel on n'est pas heureux. On peut pas s'imposer auprès d'un partenaire avec qui ça fonctionne pas, ou auprès d'un chef, ou auprès d'un collègue, parfois on a même du mal à être présent à nos propres enfants parce que en fait notre propre bouteille est vide. Et je me suis rendu compte que en redonnant de la force et de l'énergie vitale à mes consultants, que ils arrivaient à mieux incarner leur vie, c'est-à-dire à soigner leurs décisions, leur chemin de vie, à vraiment opérer des changements. Et je me suis dit, c'est fou à quel point l'alimentation et la récupération d'énergie peut aller aussi loin alors qu'on n'a même pas fait ça. Et parfois, certains sujets psychologiques sont très difficiles à atteindre avec le mental. Enfin, toi, en tant que sophro, tu sais très bien que parfois, il faut vraiment passer par le corps pour atteindre certaines choses parce que
puisque la pensée soit trop complexe ou parce que c'est trop difficile ou quoi que ce soit. Et en alimentation, c'est pareil. On dit toujours qu'en médecine chinoise, que la rate, c'est le système digestif. Et la rate, en médecine chinoise, émotionnellement, c'est aussi la pensée et c'est le moi profond. C'est qui suis-je et c'est mon axe central. C'est être moi. C'est ça la rate. Et à partir du moment où ça s'est décentré, parce qu'on se nourrit mal, bah, en fait, tout est décentré de nous. Et on devient quelqu'un qui n'est pas connecté à soi, qui n'est pas connecté à ses besoins, à ses envies, à ce qui est nécessaire pour nous. Et on est tout le temps là pour les autres, les autres, les autres, mais pas pour nous. Et à partir du moment où on recommence à soigner son assiette et se nourrir énergétiquement à travers une fourchette réfléchie et intentionnée avec amour pour soi et de connaissance de soi, de dire, ah, mon corps, il a besoin de ça, donc je pense que je vais manger ça. Et juste cette petite attention, en fait, permet parfois d'exploser des blocages psychologiques euh, par l'acte de s'aimer d'une manière complètement ancrée dans la matière. Mm. Le corps, en fait, l'aspect psychocorporel de la sophrologie, moi, c'est ça qui m'a fait partir dans cette direction, parce que je trouve que, surtout en France, on oublie beaucoup le corps. Et même dans ma vie de comédienne d'avant, je m'apercevais à quel point aux États-Unis, ben, quand on faisait des cours de comédie, on implique le corps, parce qu'il fait partie de nous. Et en France, ben, tu as beaucoup de parlotte, mais le corps n'est pas toujours incarné. D'accord. On fait pas alors oui, bah alors il faut qu'il soit esthétique, ouais, mais alors du coup, il n'y a pas d'intelligence s'il est esthétique. Il y a quand même une espèce de scission là qui est dommage, alors qu'on est une enveloppe, et, euh, et c'est ultra important, et la plupart du temps, le corps c'est avant la tête. Oui. Ah oui, oui, ça c'est sûr et certain. Je vais te raconter une anecdote parce que c'est fou. Parfois, je me dis, non, mais franchement, arrête, quoi. C'est comme beaucoup de gens, euh, et c'est normal, j'ai des difficultés avec le gluten. Et surtout quand c'est du gluten de blé moderne lié à du sucre blanc, genre un gâteau. Ouais. Quand je mange ça, genre, j'ai des flatulences, mais je les ai juste en approchant les gâteaux de ma tête, de ma bouche. J'ai pas encore croqué dedans que je commence à voir et je me dis, ah, arrête. Et puis après, je fais comme tout le monde, je le mange quand même. C'est trop drôle. Enfin, je me suis dit, tu te fous de ma gueule. Mais oui, euh, Mais je suis d'accord avec ça toi. peut aller jusque-là. Ah ouais. Mon corps, il est devenu, alors au moment de la ménopause, on peut avoir des allergies qui s'installent. Et vers 45 ans, je suis devenue allergique à la cacahuète, alors que bon, j'étais en train de manger un M&M's et d'un seul coup, je me suis pris une quinte de tout. Et donc, j'ai localisé après que j'étais allergique à la cacahuète. Et parfois, je rentre dans un restaurant et je ne dis pas que je suis allergique à la cacahuète. Et le plat arrive et mon corps commence à tousser et me dit, mais ne mange pas en fait. Et je dis au serveur, il y a de la cacahuète. Est-ce que vous pouvez vérifier? Non, c'est sûr, il n'y en a pas. Est-ce que vous pouvez vraiment vérifier, s'il vous plaît? Il me prend pour une folle la plupart du temps. Et à chaque, À et chaque fois, il y a un truc. ça passe pas. Cette folle, elle se prend pour qui? Et je trouve ça fou, cette puissance du corps qui renifle et qui t'avertit. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, on n'a pas tendance à être... En fait, on a beaucoup de difficultés à être connecté à notre corps et à l'écouter. Nous, on fait ça beaucoup à la cure régénérative. En fait, on jeûne pendant 5 jours. Et là, t'as rien d'autre à écouter que ton corps. Tu vois, et en plus, il te parlera de tellement de différentes manières parce qu'il est mis à mal, parce qu'il est mis dans une difficulté qu'il connaît pas. Et, et parce qu'il dit non mais en fait pourquoi on mange pas là, j'ai pas compris. Et du coup il nous renvoie plein de signaux et ça peut être très inconfortable, mais quand on l'accueille avec la bienveillance et l'amour de se dire waouh, la reprise et la reconnexion à la nourriture derrière, elle est tellement différente qu'il y a des gens en fait qui s'effondrent en larmes et qui disent non mais c'est incroyable quoi. J'ai jamais senti ça avant. Et je me rends compte qu'à quel point je n'ai jamais honoré mon corps. Mm. Et juste, Honorer son. on accepte en fait qu'il soit là et qu'il fonctionne parce qu'on est né avec ça. Oui, Et on n'en prend pas en charge avant qu'il déconne. Tout court. ça dépend des éducations. Ça dépend des éducations, mais c'est vrai que. Alors, moi, j'ai eu la chance, pour le coup, d'être éduquée par une mère qui me disait il faut respecter son corps. Tu te tiens bien, il n'y a aucune raison pour se tenir mal. Tu rentres ton ventre, tu baisses les épaules. Non, tu ne manges pas n'importe quand.
tu réfléchis pour savoir si tu en as vraiment envie. Et il y avait vraiment cette idée de respecter son corps, de le faire travailler, de faire du sport, des activités. Mais finalement, c'était pas très français. Non. Et moi, j'ai entendu exactement les mêmes choses, mais toujours, mais tiens-toi droite, genre, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, tu vois, c'était juste parce qu'il faut se tenir droite, tiens-toi droite. Mais j'avais pas le sens derrière de pourquoi c'est important de se tenir droite, à part que il faut paraître bien, tu vois. C'est la même phrase, mais pas du tout le même background. Pour ne pas faire mal à son dos, ma fille, je lui dis, tu te tiens droite, tu rentres le ventre, tu baisses les épaules. La posture, c'est important, mais c'est pas important seulement pour l'image qu'on va projeter sur les autres, c'est important pour soi. Ouais. Déjà. Et avec ça, je pense que je l'aurais mieux vécu, tu vois. Et Oui, on oublie ça, qu'en fait, plein de ces enseignements, on les a pas. Et en fait, encore, on le reçoit avec aucun manuel d'instruction, oui, quoi. la plupart des gens ne savent pas comment on fait pour respirer. Et ouais, ni respirer, ni pour bien se nourrir, puis juste pour, tu vois, donner tout ce qu'il faut à notre corps pour qu'il puisse se renouveler jusqu'à la fin de nos jours. Juste ça, on nous dit ce qui est sain ou ce qu'il faut manger ou ce genre de choses, mais on nous dit pas euh, et comment le faire pour qu'il soit, pour qu'il ait juste l'énergie dont il a besoin, quoi, tu vois, au quotidien. Ouais, ouais. Mais le truc, c'est qu'il faudrait que ce soit dans les familles et que ce soit aussi à l'école. Et à l'école, je vois que bien souvent, ben, pour faire plaisir aux enfants, on va plutôt leur proposer des bonbons que Ouais, des fruits, que des bâtons de carottes, que quelque chose de sain qui va les porter plus longtemps. c'est exactement ça. Donc, l'alimentation. Vas-y. Dans les piliers de la santé, il y a le sommeil. On voit que si on est épuisé, c'est compliqué de pouvoir avoir l'énergie suffisante pour faire des choses pour soi. On va plutôt se laisser les autres nous la piller parce que ce sera plus simple, ça nous évitera de penser à nous. Donc le sommeil, second pilier de la santé, l'alimentation. 3 fois par jour, l'occasion, en moyenne, 3 fois par jour, l'occasion de se faire du bien ou de s'empoisonner. C'est selon. Chacun. Exactement ça. Alors, vous avez été nombreux à poser la question sur le premier repas de la journée, qui est donc le petit déjeuner. Petit déjeuner, pas petit déjeuner. Alors, vous savez, je parle toujours avec mes invités avant pour pouvoir cadrer, savoir ce qu'on va se raconter. On est d'accord que chacun sa responsabilité et chacun son mode de vie, chacun son hygiène de vie et chacun ce qui lui convient. Donc, Nina va vous proposer des pistes qu'elle a essayées, que vous avez peut-être essayées. Et après, chacun fait le tri et voit ce qui lui convient. Ce ne sont pas des règles d'évangile, bien sûr. Et quand bien même C'est ce soit exactement ça. pareil. Il y a certaines règles qui s'adaptent vraiment à tous les corps. Ce genre qui sont un peu immuables par rapport au fonctionnement d'un corps humain et au niveau de son énergie, c'est-à-dire au niveau de la disponibilité énergétique selon la médecine traditionnelle chinoise et selon la biochimie. Et, euh, et en fait, il y a une chose qui est très importante à savoir, mais ça dépend, comme tu dis, effectivement, de notre rythme de vie, de notre contrainte au niveau du boulot et tout ça. En général, le corps a une très bonne énergie digestive le matin et le midi, et à partir de 15 heures le soir, de l'après-midi, elle diminue, et à 20 heures, en fait, c'est terminé. C'est comme si notre estomac était un magasin qui à 20 heures ferme les rideaux et et si tu forces quelque chose à 20h30 ou à 21h, ok, il va ouvrir le rideau tout simplement parce que c'est son boulot et il va faire le service minimum. Donc ce repas-là va rester dans ton estomac ou au pire dans tes intestins hauts, c'est-à-dire dans le tout début de l'intestin grêle, jusqu'au lendemain matin, notamment quand il est empreint quand tu as pris des protéines animales qui ont besoin de 4 à 8 heures pour être digérées, et ça va stagner à cet endroit-là. Donc le matin, quand on se réveille, quand on a mangé tard, bah souvent le matin on n'a pas faim. Et les gens me disent non, le matin j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger. Mais parce qu'en fait ton corps n'a pas fini le travail du soir. Donc en général, il est bien de bien manger le matin et de bien manger le midi et de peu manger le soir. Euh, et encore mieux, ce serait d'avoir un dîner très tôt.
Genre comme le font les Chinois à 17h, 17h30 ou les Allemands à 18h, 18h30. Ah là là, on est bien, quoi. D'accord. Et les gens me disent, ouais, mais en fait, en Espagne, les gens mangent à 22h le soir, ils sont toujours bien. Oui, c'est vrai. Et ça veut pas dire que ça nous tue, mais ça veut juste dire que, voilà, quoi, peut-être culturellement, moi, en général, les énergies du corps sont mieux le matin. Donc, prendre un bon petit déjeuner quand on a besoin d'énergie et de nutriments pour bien faire notre journée, c'est une bonne chose. Et idéalement, genre, le petit déjeuner français, c'est le pire de toute la planète. Croissant, jus d'orange, café, c'est genre juste le pire truc qu'on puisse faire à son corps. Vraiment, Oh, biochimiquement, ça énergétiquement, dépend, ça dépend. à part gustativement, peut-être, où on a le plaisir du sucre, mais il n'y a vraiment aucun intérêt pour prendre soin de nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre. Ça veut dire qu'il faut ajouter les choses dont le corps a besoin. Parce que entre café, croissant, confiture, jus d'orange, le corps n'en a pas besoin du tout. Enfin, ça va nous faire survivre, ça c'est sûr. En fait, ça va nous permettre d'avoir une certaine énergie rapide, mais qui va faire un pic glycémique et créer des radicaux libres. Mais ça va nous permettre d'avoir une certaine énergie. Mais ça va aussi créer de la fatigue au cours de la journée, souvent des hauts et des bas, Oui, on va avoir émotionnels, voilà, c'est exactement ça, des va-et-vient, hyperglycémie, voilà. Mais avec de la en cas- fatigue ou de la surexcitation. Et et après, en fait, alors, difficulté de concentration, susceptibilité, tout ce qui vient avec et envie de grignoter. Donc, si vous voulez avoir tout ça dans la journée, mangez croissant, café ou gâteau, café, peu importe. Un truc à base de farine, jus d'orange et café, c'est la pire chose. Surtout que le matin, on se lève, on a déjà un taux de cortisol qui est assez élevé. Naturellement, et c'est biochimiquement normal et OK. Mais quand on rajoute du café, on va augmenter le taux de cortisol. Donc, en fait, il n'y a aucun intérêt de mettre le corps dès le matin dans un stress. Et le sucre blanc, mais aussi d'une certaine manière aussi tout ce qui est à base de farine. Et le café, ils ont un point en commun, ce sont des voleurs. Ils rentrent dans le corps avec rien et ils sortent avec tout. C'est-à-dire, ils vont soustraire des minéraux au corps. Donc, quand on fait les deux, c'est double peine pour le corps le matin. Et ça fait qu'il y a des déminéralisations qui vont se faire par très petites doses et qui peuvent, par exemple, aggraver des choses comme l'ostéoporose ou la déminéralisation osseuse, parce qu'il n'y a pas que l'ostéoporose, mais aussi plein d'autres déminéralisations qu'on peut aussi avoir dans les tendons, dans les muscles et tout. Et du coup, ça va influencer sur toute notre biochimie du corps et sur notre fonctionnement du corps. Donc, le but, c'est de ne plus jamais faire ça, mais d'équilibrer ça. Et par exemple, moi, tous mes enseignements, ils résident là-dedans. C'est arrêter de supprimer des trucs, quoi. C'est comprenez déjà pourquoi c'est mauvais pour le corps et que vous aurez peut-être plus envie de les prendre. Mais si vous avez envie de les prendre, ils sont pas interdits, mais il faut donner ce qu'il faut au corps pour qu'il puisse les supporter. Euh, et l'idéal, ce sera, par exemple, de prendre la café plutôt après 10 heures. En ayant suffisamment réminéralisé le corps, par exemple, quand on se lève, la première chose qu'on fait, c'est boire un verre d'eau tiède à petite gorgée, pas glou, 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 comme ça, fini, hop, 200 millilitres descendu en 15 secondes, c'est pas ça. C'est boire à petite gorgée et laisser le corps, en fait, se nettoyer et se réhydrater, parce qu'en fait, on perd beaucoup de liquide la nuit, et juste l'eau permet de réhydrater le corps. On n'a pas besoin d'avoir des trucs extraordinaires. Et juste ça, le corps, il est content d'avoir ça. Et après avoir bu quelque chose, beaucoup, et le petit déjeuner, allez, 20 minutes, mais une demi-heure, c'est mieux. C'est-à-dire boire, salle de bain, petit déjeuner, c'est un bon rythme. C'est un conseil. C'est pas tout le monde est obligé de faire ça, hein. Mais voilà, si vous me demandez, c'est ça. Et puis après, au petit déjeuner, le corps, il a surtout besoin de deux choses. Et ce sont les protéines et le gras. Faut jamais oublier que notre alimentation, ce qu'on appelle les macronutriments, est composée que de trois choses. Les protéines animales ou végétales, donc les poissons, les viandes et les légumineuses, les champignons, les graines et tout ça. Les graisses, oléagineux, huile, mais aussi beurre, lard, fromage et tout ça. oui, toi, Et après, tu es les glucides. Hein? toi, tu es OK pour le beurre. Tu es OK avec le Ouais. beurre. Ben oui. Ben oui, oui. Après, c'est toujours une question de quelle qualité de beurre j'utilise. Moi, je mange du beurre au lait cru bio. Donc, voilà.
Et après, il n'y a qu'une autre catégorie, ce sont les glucides. Et les glucides, ça englobe, je sais pas, 60% de notre alimentation au quotidien. C'est-à-dire, on a tout ce qui est, toutes les céréales et tout ce qui est à base de céréales. C'est-à-dire les céréales, le riz, le quinoa, les sarrasins, le millet, le boulgour, le couscous, les pâtes, les pizzas, tout ce qui est à base de farine, tous les produits à base de farine, que ce soit des gâteaux, du pain, des pains de fleurs, du pain super complet, des crisp rolls, d'autres trucs en fait qu'on croit être super sains, ça reste de la céréale et ça reste une glucide. Et une glucide, c'est un sucre. Ça ne veut pas dire que le sucre est mauvais pour le corps, il en a besoin. Mais. Mais ça englobe aussi tous les fruits, tous les produits sucrés, tout ce qui est miel et tous les types de sucre. Donc en fait, la question c'est pas est-ce que le miel c'est mieux que le sucre? Déjà, mieux que quel sucre? Et puis après, oui, mais c'est du sucre aussi. Et après, ça englobe toutes les légumes, parce que les légumes, dans leur composition, sont des glucides, qui, dans la forme de légumes, sont des glucides sous forme de fibres, et c'est pour ça qu'ils sont pas métabolisés comme du sucre, mais comme fibres. Et ce qui est important dans ce groupe des glucides, ce sont les légumes. Ce ne sont pas les céréales qui sont importantes. On peut vivre sans céréales, mais on ne peut pas vivre sans fibres. Vous ne pouvez pas juste vivre avec du gras et des protéines, ça marche pas. Donc on a besoin de fibres en plus. Donc on peut se passer de tout ce qui est sucré et tout ce qui est à base de farine ou à base de céréales. Le corps humain n'en a pas besoin pour survivre. Mais par contre, dans certaines situations, il en a besoin thérapeutiquement. Voilà, petit aparté. Et le matin, le corps, il a besoin de gras et de protéines. Alors que quand vous mangez un croissant, confiture, café et jus d'orange, vous n'avez pris quasiment pas de gras, à part le beurre qui est dans le croissant, et c'est franchement pas le meilleur, et pas de protéines, à part les quelques petites protéines de gluten qui se battent en duel dans votre farine super raffinée du croissant. Voilà. Donc le corps n'a pas eu ce dont il a besoin. Donc théoriquement, si vous avez envie de manger un croissant sucré, ben en fait, vous rajoutez avant des protéines, une omelette, un œuf, euh, un avocat, comme ça vous avez du gras et des fibres. Ou sinon une tranche de saumon fumé, du jambon au pire, mais en fait à choisir entre le jambon et le saumon, c'est toujours le saumon c'est même la sardine qui sera encore plus préférable, mais raconte à un Français qui vous prend des sardines au petit-déj. Moi je mange plus que des petits déj salés, ça fait très longtemps, mais j'ai mis des années à y arriver. Et même le petit-déj le plus sain possible, sucré, genre un porridge à base de sarrasin, fait avec du lait d'amande, dans lequel on met des baies et des fruits et des amandes, c'est déjà mieux, mais ça peut, chez certaines personnes, toujours provoquer des pics glycémiques avec du yo-yo glycémique toute la journée, avec des fringales toute la journée. Moi, je sais que je prends ça au petit-déj. À 22 heures le soir, je vais aller me lever pour aller chercher un bout de chocolat parce que moi aussi, j'ai une fringale à ce moment-là. Mais je sais par quoi c'est arrivé. Je fais pas ça. Et j'ai un petit déj salé ou au moins agrémenté de protéines et de gras. Tout va bien. La première prise du matin va quand même déterminer ce dont tu auras envie toute la journée. Et ça va influencer notre capacité à bien réfléchir et à prendre des bonnes décisions. À être plus efficace dans notre travail, par exemple, dans des décisions sensées ou insensées qu'on prend. Parfois, on est là, on se dit, oh putain, mais comment est-ce que j'ai pu réagir comme ça? Mais parce que tu as peut-être juste pas pris le bon petit-déj. Ça va jusque-là. Et on n'a pas conscience de ça. Alors, et ça permet aussi de maigrir. Le poids, c'est pas vraiment mon dada, hein, c'est vraiment la maladie. Mais en fait, ça permet vraiment de réduire l'impact néfaste du sucre ou des sucres, des glucides sur le corps qui peuvent provoquer des radicaux libres dans leur façon d'être assimilés dans notre corps. Je fais beaucoup de raccourcis là, parce qu'on n'est pas dans un cours de biochimie. Et par exemple, créer des maladies cardiovasculaires. Et tout ce qu'on met sur le dos, par exemple du gras, l'artériosclérose, les artères bouchées et le taux de cholestérol ne sont pas liés au gras, mais sont liés au sucre. Voilà. Ça, aujourd'hui, on le sait. C'est juste que personne n'en parle. Dès qu'on mange du bon gras, ça passe. Ça passe.
Ah bah oui, oui, le gras, c'est la vie, hein. Chaque cellule de notre corps, et on en a des milliards, sont entourées d'un manteau de gras. Donc, si on veut renouveler nos cellules, il va falloir manger du gras, hein. Si on le supprime, aucune cellule se renouvelle correctement. Et notre cerveau aussi est Ah entouré oui, de oui, gras. dans notre cerveau, et c'est la plus grosse partie de matière grasse, et chaque nerf que nous avons est entouré de graisse. Ouais. Il y a du gras partout. Il y a Alors, besoin de gras pour nos hormones féminines. Enfin, je suppose que ta communauté, c'est comme la mienne, c'est principalement des femmes. Mais en fait, chacune de nos hormones, c'est rempli de gras. Un des aliments les plus riches en cholestérol qui existe au monde, donc en fait du gras pur, c'est le lait maternel. Pourquoi? Parce que c'est vital. ouais. Surtout le colostrum, quand c'est le tout début, là. Alors, je vois beaucoup de personnes qui réagissent sur le petit déj salé. Euh, Il y a le porridge, il y a les graines de chia aussi. Le lait de chia, c'est excellent, ouais. Avec un lait d'amande ou un lait de coco. Lait de coco, les amis, quand on a envie, moi perso, j'étais beaucoup sur le porridge et je suis passée depuis quelques années maintenant aux graines de chia avec des oléagineux. Parfois, si j'ai vraiment envie de sucre, à la fin de mon bol, je vais rajouter des myrtilles ou des fruits rouges. Les fruits rouges, on peut les acheter congelés. Voilà. Euh, Ça permet d'être dans une alimentation qui n'est pas réellement salée. Et ça Oui. permet après de pouvoir petit à petit. Alors j'ai vu quelqu'un qui dit, mais moi, si j'ai pas de sucre, j'ai des étourdissements. Peut-être que Ben oui, mais on peut les manger à la fin. Mais ça veut déjà dire que si la personne est là-dedans, qu'elle a un grave problème de dérèglement euh, insulinique, c'est-à-dire soit prédiabète ou déjà diabète, euh, c'est-à-dire il y a vraiment un souci qui est lié à l'assimilation du sucre, des sucres. J'ai jamais dit que les sucres sont mauvais pour le corps, hein. J'ai dit qu'en fait il faut les manger au bon moment, il faut surtout manger le reste, c'est-à-dire les fibres, les protéines et le gras, pour que le corps puisse recevoir ce dont il a besoin. Et quand on mange trop de glucides, le corps il est tellement habitué à ça que il finira mal réagir à ça. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir ça. Donc une des meilleures choses à faire dans ce cas-là, c'est déjà fournir suffisamment d'énergie au corps à travers le gras. Parce que une calorie ne rend pas grosse, hein. C'est le sucre qui rend gros. La calorie donne de l'énergie au corps. Et on peut être euh, euh, c'est pas la même chose en fait. La calorie, c'est la capacité à réchauffer le corps et à produire de l'énergie, pas à vous rendre gros. Alors, le petit-déj, ok, on a vu. Si Alors, vous arrivez, je rajoute juste un truc au petit-déj qui est très, très, très connecté à la médecine chinoise, c'est que l'idéal, c'est que ce petit déjeuner doit être chaud et cuit. Parce qu'en fait, ça amène de la chaleur et ça empêche ça soulage, en fait, le besoin de réchauffer un petit déjeuner pris froid parce que la digestion, elle est à 37 degrés, point barre. oui. Et quand c'est ce qui est chaud qui rentre, ben en fait, le corps n'est pas obligé de fournir cette énergie, mais quand on commence sa journée avec un yaourt froid, qui est à 8 degrés, ben le corps, il est obligé de fournir 30 degrés. C'est rigolo. Et ça, Moi, c'est dernièrement, je mange à température ambiante. Avant, ça, tu vois, je faisais mes graines de chia la veille au soir, je mettais au frigo. Maintenant, je laisse. Je laisse. ouais, mais tu peux très simplement, tu peux les cuire à la casserole. Et tu réchauffes 2 minutes, le truc est chaud, c'est délicieux. D'accord. Eh ben, écoute, je vais essayer dès demain matin. Voilà. Déjà, j'ai acquis le réflexe du verre d'eau tiède qui Mm. se fait en Chine. Vous arrivez au petit-déj, on va vous demander un verre d'eau, on vous le sert tiède. Il n'y a pas d'eau Ah froide. oui. Vraiment. Ah non, mais jamais ça arrive. Non, non, non. Aucun Chinois vous sert de l'eau froide. Et il y a sur le buffet du petit-déj, il y a le dîner de la veille, chaud, et il y a des choses continentales. C'est exactement ça. Mais c'est genre des pancakes. C'est chaud. Oui, oui, Bon, ils te oui, c'est mettent aussi un peu de pain, mais le pain est pas froid. Alors qu'en même temps, tu as une petite armoire dans laquelle tu as la pain à la vapeur chinoise, tu vois, qui est chaud. oui. Ouais, ouais, ouais. Alors après le petit-déj, le maximum de questions, c'était sur la collation. C'est la même chose, en fait. La collation, elle est aussi traître que le petit déjeuner avec, quand on la base, surtout avec des gâteaux, aussi complets qu'ils soient. Quand on veut prendre ça,
il faut toujours la combiner à autre chose, c'est-à-dire soit aux oléagineux, soit un peu de protéines, soit du gras. Le gras, moi, ma collation préférée, c'est une cuillère et mon pot de purée de noisettes. C'est tellement bon. J'ai pas besoin de plus. Parfois, je mets une petite tranche de pain pour me faire une bonne conscience, mais je peux me le faire à la cuillère. J'adore ça. Euh, mais en fait, une collation, euh, si vous avez assuré matin et midi avec suffisamment de protéines, suffisamment de fibres, suffisamment de gras et suffisamment de choses qui nourrissent votre corps, vous pouvez prendre une petite collation sucrée. Mais l'idéal, c'est de prendre vraiment le sucré à la fin et de plutôt faire des fruits et une poignée d'amandes. Les fruits secs aussi, c'est très bien. Quand c'est lié à des amandes, il y a par exemple quelque chose qui est super bien. Vous prenez une date, vous l'ouvrez, vous enlevez le noyau et dedans, vous mettez 2 noix de Grenoble. Et après, vous croquez ça ensemble. C'est super bon. Et on n'a pas besoin de manger grand-chose parce que c'est tellement nourrissant. Euh, Sinon, le pain, si vraiment il faut que ça aille vite et tout ça, mais le pain, mais au lieu, par exemple, de prendre du pain avec du Nutella, du pain blanc avec du Nutella, ben, on prend plutôt un pain au levain, un bon pain au levain, et on met dessus, du purée de noisettes, par exemple, ce qui fait vraiment du bon gras et des bonnes protéines, amené par un peu quelque chose de doux. On est tellement habitué au goût sucré qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à s'en passer. Mais en fait, on oublie que le sucre à l'état pur n'existe pas dans la nature, à part dans le miel, et que c'est toujours lié à une plante ou à une plante, en fait, comme la betterave, comme la canne à sucre, voilà. Et qu'il faut l'extraire pour l'avoir. Et que on a mis fois 10 notre consommation de sucre en 100 ans. Et que surtout que l'esclavage a été introduit aussi pour pouvoir cultiver du sucre et du café. Donc voilà, pour les plus gros voleurs du corps et de nos minéraux et de notre santé, on a mis à mal l'humanité. Bon, enfin, juste petit aparté, parce que j'aime bien le Non, dire. Et en fait, intéressant de pouvoir. ouais, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, on a vraiment une consommation de sucre qui est pas normale pour le corps et auquel il ne peut biologiquement pas faire face. Donc le but, c'est habiller le sucre en mangeant autre chose d'abord. Et ça, les enfants le comprennent très bien, hein. Ma fille a 12 ans et à chaque fois qu'elle a envie de se faire plaisir, qu'est-ce que je mange avant? Donc, elle va taper dans les graines et ensuite, elle se fait plaisir. Et à l'adolescence, je peux vous dire que c'est assez radical. On le voit tout de suite sur le visage quand on mange ou pas du sucre. Et, C'est euh, exactement et ça. puis, il y a une chose, c'est que le goût évolue. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans une autre sphère de votre vie gustative où vous allez faire évoluer le goût. Quand on fait des gâteaux, de remplacer le sucre par de la poudre d'amande ou de la purée de noisettes ou d'amandes, et ben au début, ça veut dire ah ben oui, c'est nouveau, mais ce sont des saveurs qui s'installent. Moi je réduis le sucre à un tiers maintenant. J'ai Ouais, commencé par réduire à la moitié. Et maintenant, je mets 2 tiers de poudre d'amande et un peu de rapadura. ouais. Parce que c'est En fait, bon. j'ai vécu une addiction au sucre très grave depuis mon adolescence. Genre de 14 à 28 ans, je pouvais avoir en moyenne genre un paquet de Haribo par jour. Soit c'était des Haribo, ah oui, oui, il était vraiment très très prononcé. Soit c'était du chocolat, des gâteaux, d'autres trucs sucrés, genre des Mentos, un truc comme ça. Et je pouvais vraiment en consommer vraiment beaucoup. Aujourd'hui, mon corps emporte les stigmates, hein, en fait, au niveau de mon insuline, de mon pancréas, je le sais aujourd'hui. Euh, mais bon, ça se régule, hein. Euh, et j'ai mis très, très, très longtemps, malgré mes enseignements, malgré tous les savoirs que j'avais et tous les super trucs que j'ai lus, à me défaire de ça. Parce que souvent, mon petit déjeuner est resté sucré ou doux et que ça induit toutes les envies de sucre derrière et que comme mon corps était connecté à une telle addiction, mais en fait, j'avais du mal à m'en défaire. Et ça a pris vraiment très longtemps avec souvent un travail mental, mais arrête de manger ça, mais parce que je n'avais pas les clés de comment sevrer mon corps du sucre. Et à partir du moment où on introduit ce qu'il faut, c'est-à-dire suffisamment de protéines, suffisamment de gras et suffisamment de fibres, ben en fait, cette envie, elle disparaît. Elle disparaît.
tout seul. C'est qu'on n'a même plus besoin de se forcer, de se priver, de se frustrer, de dire ah non, je m'interdis ça, ah j'ai trop envie, mais je résiste, parce que c'est dur ça. C'est vraiment dur et c'est biologiquement induit par notre corps, parce qu'il faut jamais oublier que le sucre est plus addictif que la cocaïne. Et on s'aperçoit à quel point on est tous addicts au sucre, c'est que parfois, il m'arrive d'aller me faire plaisir avec ma fille et si on tape dans un gâteau sans avoir prévu le coup, et ben, mais 2 heures plus tard, je pourrais aller retourner faire un braquage dans la pâtisserie. Mais vraiment. Et je me dis, mais ça n'a pas de sens, c'est débile. Et je me dis, mais où, à quel point on est tous, on a tous une partie de nous, plus ou moins forte bien sûr, d'addiction au sucre, parce qu'on est nourri à ça depuis qu'on est gamin, que finalement, ben, ça arrange bien quand même tout le monde, hein, tous les industriels, ça les arrange bien quand même, cette espèce d'addiction au sucre qu'on nous a balancé Ah depuis bah qu'on oui, est gamin. bah Et, oui, c'est pratique. et c'est tellement ancré en nous que je me regarde, je fais waouh! Mais dis donc, mon Dieu, tu vas aller te chercher une poignée de noix et puis tu vas te taire. Mais c'est marrant ce que tu as dit. Parce que tu viens de dire, parfois avec ma fille, on se fait plaisir et on s'achète un truc à la pâtisserie. Et en fait, ce qu'il faut déprogrammer de notre tête, c'est que le sucre, c'est du plaisir. C'est genre, ah oui, aujourd'hui, c'est jour de fête, je vais acheter un coca. Ben non, en fait, c'est comme si on récompensait notre corps avec quelque chose de mauvais. Ça en fait, le but, c'est de dissocier le plaisir et de dire, aujourd'hui, j'ai suffisamment pris soin de moi. Je pense que mon corps peut supporter une connerie. Ouais. Tu vois, Ouais, et ouais. de switcher ça à l'intérieur de sa tête et de dire, j'ai couvert mes besoins en protéines, j'ai couvert mes besoins en gras, j'ai couvert ça, j'ai fait ça, j'ai même mangé des légumes aujourd'hui, donc j'ai mes antioxydants, mes vitamines. Allez, aujourd'hui, les millefeuilles passent. Et, euh, Ah, et c'est OK. Tu vois, à ce moment-là, c'est OK. ouais, 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 ouais. Et il y a un autre truc, c'est que maintenant, enfin, depuis que j'ai changé depuis ces dernières années où j'ai vraiment changé radicalement d'alimentation, euh, si je me tape un gâteau comme ça va me faire mal au ventre. Oui, Et c'est exactement ça, il va nous j'ai punir. emmené ma fille manger une glace l'année dernière, je m'en souviens encore. J'avais rien. J'ai dit, mais au secours, quoi. Et Mais maintenant, je la c'est supporte vraiment plus, là, la glace, parce on qu'elle est est trop sucrée. de tapisser avant, on mange correctement avant, on l'inclut dans le bol alimentaire pour pas que ce soit trop loin du repas et on fait en sorte que ce ne soit pas désagréable. Parce que c'est vrai qu'après, il y a le truc, on se dit, mais est-ce que je me punis finalement et c'est vrai qu'il y a En fait, on s'auto-rééduque et c'est pas mal. Ouais. On doit se responsabiliser, on doit lâcher la main de nos parents, ce qu'ils aient ou bien ou mal fait le job pour se responsabiliser et s'éduquer. C'est C'est exactement ça. Et s'accueillir et accueillir notre corps et de dire, OK, d'accord, j'ai compris que ça te convient pas, mais par contre, parfois, on a quand même besoin de le réessayer. Enfin, OK, d'accord, tu l'aimes toujours pas, mais c'est pas grave. Parce que la vie est faite ainsi, je veux dire, parfois, c'est compliqué. Et puis après, on est en société et on est dans un groupe. Et puis après, on vous sert un truc au dessert. Tu regardes le dessert, tu te dis, ah putain, toi, tu vas te faire mal et tu le manges quand même parce qu'en fait, tu es dans la convivialité et c'est OK. Moi, j'adore de voir cette vie à travers le prisme du 80-20. Dans le 80, je ne fais pas ce qu'il faut. Dans le 80, je fais ce dont j'ai besoin et ce que je mérite pour être en bonne santé. Et les 20%, on s'en fout et on fait juste avec ce qu'il y a, avec ce qu'il y a à disposition. Et mais l'avantage, c'est que quand j'ai compris comment bien nourrir mon corps, je peux le nourrir où que je sois et je peux mieux choisir. C'est-à-dire quand je vais au resto et je sais théoriquement ce qui fait du bien à mon corps, bah il y a des entrées ou des desserts que je peux exclure et dire ah bah non. Pour tous les indécis, hein, les gens qui n'arrivent pas à se décider parce que oh là là, tout me donne envie, mais qu'est-ce que je vais choisir? Oh, je sais pas. Oh, revenez dans 5 minutes. Hein. Bah, à ce moment-là, quand tu as le savoir, en fait, tu peux choisir parce que tu sais, ah bah le soir, vaudrait peut-être mieux que j'opte pour un plat plutôt riche en légumes ou plutôt riche en végétal et pas la côte de bœuf, mais peut-être plutôt un poisson. Sur le dessert, bah, je vais pas taper dans la crème brûlée, mais plutôt dans un gâteau au chocolat qui est voilà pour avoir pas l'impact intégral en fait
de ça ou de se dire, allez, je vais prendre le crumble aux pommes. Et en entrée, ça nous permet de dire, ok, bah, je vais peut-être juste prendre une petite salade en entrée ou je n'en prends pas parce que j'en ai pas besoin. Et juste, voilà, de faire des meilleurs choix parce qu'on sait. Oui, c'est l'éducation, c'est la responsabilisation, ça, les amis, c'est tellement. Alors, Reprendre son pouvoir. le temps passe hyper vite. Oui, Il y avait deux je sais. questions quand même. Il Vas-y. y a cette mode du vinaigre de cidre qui revient en force, on le voit partout sur les réseaux. Moi, je reçois beaucoup de choses. Alors, dans toutes les choses que je reçois énormément de produits pour la peau, de compléments alimentaires, de l'hygiène intime, des compléments alimentaires pour la ménopause, pour ci, pour ça. Et je reçois beaucoup d'huile et beaucoup de vinaigre. Alors, moi, j'adore. Dès qu'il s'agit de bouffe, j'adore. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de vinaigre, toi? Alors, quand on revient, par exemple, sur des enseignements comme elles ont donnés par Jessine Chospé, par Glucose Goddess, qui dit, mais prenez un vinaigre avant le repas, ça va baisser le taux et la réponse glycémique. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Enfin, on peut faire ça parfois en urgence parce qu'on peut pas le faire différemment si on a des enjeux de glycémie, parce que sinon ça pose aucun problème d'avoir un pic glycémique si c'est occasionnellement. Mais en fait, le vinaigre en soi, il existe dans toutes les cultures. Ça permet de conserver les aliments. Mais, le vinaigre est fait par des bactéries qui aiment le sucre. La lactofermentation est faite par des bactéries qui aiment les fibres et qui aiment le sel. Donc en fait, la lactofermentation est une fermentation qui est plus sain pour le corps que la fermentation à base de produits sucrés. Et c'est pareil pour les kéfirs, c'est pareil pour le kombucha, qui sont faits à base de sucre. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour le corps. Ça veut dire que c'est pas le remède universel, parce qu'en fait, prendre du vinaigre avant mon repas sucré pour éviter les pics glycémiques, c'est comme deux unijambistes qui s'embrassent, tu vois, qui se tiennent l'épaule pour pouvoir marcher ensemble. Ça fonctionne, mais ça donne pas un truc très performant, quoi. D'accord. Et alors, du coup, est-ce que c'est mieux quand tu manges de la salade, si on suit Glucose Goddess, de la salade en début de repas, de mettre un filet d'huile d'olive? Est-ce que c'est mieux de rajouter du vinaigre ou pas? Ben, si tu aimes le vinaigre, ben, tu rajoutes le vinaigre. Et si tu n'aimes pas le vinaigre, tu rajoutes pas de vinaigre. Personnellement, par exemple, moi, ce que je fais, j'utilise l'huile d'olive et je vais aller dans un autre produit qu'on appelle le umesu ou alors ça s'appelle le vinaigre de umeboshi, qui est pas un vinaigre. C'est une lactofermentation à part de fait de prunes qu'on appelle les umeboshi. Et vous avez les umeboshi entiers, vous avez le purée de umeboshi et vous avez le vinaigre umeboshi ou qui s'appelle umesu, U-M-E, plus loin S-U. C'est un produit japonais qui est lactofermenté et qui est acidulé et salé. Et moi, j'utilise ça pour assaisonner ma sauce de salade. On peut aussi, par exemple, utiliser le jus de citron. Hein, le jus de citron, c'est pas comme du vinaigre. Euh, et je trouve ça plus intelligent, en fait, de manger intelligemment au lieu de vouloir tricher avec du vinaigre avant, même si ça fonctionne. Et en fait, le vinaigre a un pH de 2. C'est un produit acidifiant pour le corps. Parce que, en fait, il va forcer le corps à produire des bases pour équilibrer le pH bas. Et c'est pas grave en soi, mais si on en fait une mode et on prend du vinaigre à toutes les sauces, ben en fait, ça aussi, ça participe à la déminéralisation du corps. Ce qui ne veut pas dire que le vinaigre est un mauvais aliment. À petite dose, par-ci, par-là, il est très agréable, il va nourrir le foie, il va faire circuler le foie parce qu'il a un goût acide. Et s'il existe en toutes les cultures, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Mais c'est à petite dose. C'est comme l'alcool fort. C'est très bon pour la santé, à petite dose, dans certaines circonstances. Et pour le vinaigre, c'est pareil. Et le Mais c'est pas un remède en soi. Donc le citron, c'est pas mal, c'est alcanisant. Donc ça, c'est bien. Le umezu, du coup, ça me fait penser à ce qu'on nous propose dans les restaurants japonais. Et je connaissais pas, en fait. Du coup, quand tu as... Mais oui, j'en ai entendu parler dans les restos japonais qui font pas que des sushis. Donc, umezu, il faudra que tu nous fasses un petit post dessus, qu'on puisse... J'en ai fait. En fait, j'ai fait 2 réels il y a pas très longtemps sur le umesu. Donc, en fait, ils doivent dater du début du mois de mémoire. Et dans mon livre de cuisine, en fait, je l'explique.
Très bien. Comme ingrédient. J'explique, je partage. Eh ben, génial. Je suis ravie d'aller quérir de l'oumézou pour le tester. C'est ça. Une autre question concernant la protéine. Il y a beaucoup de personnes qui sont véganes. Perso, je deviens de plus en plus végane. Je vis au pays de la viande et quand je regarde les taureaux et les veaux et les vaches courir dans les champs, j'ai un peu de mal de me dire qu'ils vont finir dans mon assiette. Et une fois de temps en temps, mon humanité me dit ah, il faut de la viande. Mais plutôt le midi parce que le soir, je trouve qu'on la paye cher pendant la nuit. Euh, Rajouter des protéines, par exemple, est-ce que ça a du sens d'aller chercher des protéines de chanvre? Alors, pas forcément les protéines, la whey, comme on voit revenir en force pour qu'on sorte du muscle, mais des protéines de chanvre ou alors d'autres protéines de soja qu'on peut ajouter sur nos plats. Oui, on peut faire ça. Alors moi, je suis plutôt fan de quelque chose le plus naturel possible. C'est-à-dire, alors quand on veut aller plutôt dans les protéines végétales, alors il existe sur mon blog. Alors mon site c'est du bon sens dans mon assiette.com et sur mon blog existe tout un article sur les protéines végétales et c'est quelque chose que j'aborde dans mon livre parce que mon livre est exclusivement basé sur le végétal parce qu'on est, comme tu le dis, on ne sait pas cuisiner ou se nourrir d'une autre manière protéinée que à travers les poissons et la viande. Et en fait, euh, quand alors les protéines végétales isolées, oui, pourquoi pas. Moi, je suis plutôt à rajouter des graines de chanvre moulues, par exemple, parce que c'est la graine entière. Donc, en fait, on a et le gras et la protéine. Parce qu'il faut jamais oublier qu'en fait, la protéine, par exemple, la protéine animale est toujours liée à du gras. La viande la plus maigre, elle a encore 10-15% de gras, quoi. Donc, nous, quand on fait des protéines végétales, bah, il faudrait qu'on rajoute 10-15% de gras. Et ce qu'on fait pas. Donc, en fait, notre corps manque de gras souvent quand on mange plus que de la protéine végétale. Donc, il faut toujours penser à cette association-là. Et oui, ça peut être une bonne chose de les ajouter, notamment quand on n'a pas encore tous les bons réflexes d'intégrer la protéine végétale dans notre alimentation à travers les légumineuses, à travers les champignons, qui sont vraiment des super sources de protéines et qui sont extrêmement riches. Par exemple, les champignons shiitake, on dit il faut pas en manger plus que 5 par jour par adulte, parce que sinon c'est trop à gérer pour le corps. Tellement il y a de la Ah, protéine dedans. Ouais, on ne sait pas. Donc déjà, absolument le cuire, sinon il est toxique. Mais en plus, il n'est pas digeste si on en mange trop. Et il y a par exemple aussi, alors il y a une bonne manière de la rajouter avec ce qu'on a aujourd'hui avec le collagène. Ça aussi, c'est des protéines. Moi, j'utilise beaucoup le bouillon d'os naturel, mhm. pas en poudre, mais vraiment sous forme ça ressemble presque à un miel, sous forme de très concentré. Ce sont des bonnes protéines. Euh, et voilà, donc en fait, oui. Et ces protéines-là, en fait, ils s'incorporent d'une manière très facile dans nos préparations végétales. Hein. Par exemple, quand on fait des pancakes ou ce genre de choses, ou des soupes, ou des smoothies, ou des purées, ben en fait, ça s'intègre facilement sous forme de poudre. Et souvent, quand on est sous régime végétal, on manque des protéines. Ouais. Moi, je fais juste en sorte qu'ils soient bio et qu'ils soient plus proches de leur forme originelle. Mhm. Ok, ok. Alors, une question, comment agir sur nos enfants pour les éduquer à manger? Réduire le sucre, mais comment je fais pour leur faire aimer les gâteaux peu sucrés? Petit à petit, c'est des habitudes. Ouais, et surtout les éduquer à manger quelque chose avant. De dire les gâteaux, c'est après. Et même au goûter, de leur dire d'abord une poignée d'oléagineux. En plus, ça croque, les enfants, ils aiment bien ça. Ou sinon, 2 bâtons de carottes. Hein, c'est un truc à la con, mais c'est après le reste. Et les éduquer à ce que ce soit après le reste. Et vous allez, mais vraiment, mais être étonné à quel point vos enfants sont plus gentils, autonomes, calmes, tranquilles quand ils n'ont pas le sucre en début de repas. Mais c'est clair, mais c'est clair. Et en Ouais. plus, ils économisent vachement vite sur cette pratique-là. Et c'est assez rapide. Enfin, moi, je le vis quotidiennement avec ma fille. Et quand elle a commencé à comprendre tout ce mécanisme, ça devient automatique. Et ensuite, elle revient de l'école, elle me dit, mais tu peux pas savoir. Euh, Ma copine, elle a mangé que ça. Et puis l'autre, machin, il a fait que ça. Et puis moi, et c'est fou. Ouais.
Et en fait, les enfants, il faut avoir une chose en tête. Déjà, lâchez-vous la grappe avec les vitamines et les légumes. Les enfants n'en ont que très peu besoin. Ils en ont besoin des vitamines, de quelques trucs, mais ça peut être en petite dose. Les enfants ont surtout besoin de protéines et de gras pour grandir, parce qu'ils ont un corps qui est en construction et un légume avec ses fibres et ses sucres ne participe pas à la construction du muscle et de gras. Donc, faites surtout en sorte que votre enfant, il a suffisamment de protéines, euh, que de faire en sorte qu'il a suffisamment de légumes et lâchez-lui la grappe avec ça, quoi. Ouais. J'ai décharge tous les parents, là. Pour finir, si on arrive à faire rapide, parce qu'il faut que ça fasse à peu près 1 heure, mais je pense qu'on a déjà explosé l'heure. Ah, je pense, oui. Les produits laitiers. En fait, je voudrais qu'on puisse le poster pour que tout le monde puisse pouvoir le révisionner. Les produits laitiers, qu'est-ce que tu Les penses? produits- Et je pense que les produits laitiers, notamment le lait de vache, est fait pour les veaux et qui sont faits pour faire prendre 200 à 600 kilos à un petit veau dans sa première année de vie. En fait, que le calcium qui est assimilable par le veau, qui a, lui, cet estomac, n'est pas assimilable par le corps humain. Donc, en fait, la plupart du temps, les produits laitiers, quand on les consomme, 42% sont non assimilables par le corps. Donc, en fait, la moitié d'un produit laitier, c'est un déchet pour le corps, qui lui cause beaucoup de soucis à le digérer. Ouais, Donc, et que, en fait, déjà, le corps, l'humain est le seul animal du monde à consommer le lait d'une autre espèce, en plus d'une autre espèce qui est même pas fait comme lui, c'est-à-dire avec 7 estomacs au lieu de 1. Et en plus de ça, on fait ça au-delà de l'âge de la croissance. Donc, je pense que ça n'a aucun sens de consommer des produits laitiers, vraiment aucun, notamment dans le cadre dans lequel on les produit, mais qu'on peut garder le fromage pour le plaisir de temps en temps, un petit Ah, peu, et que des spaghettis en parmesan, c'est quand même vraiment moins bon, faut le dire. euh, est-ce que tu proscris du coup les produits laitiers de vache, mais tout ce qui est brebis, par exemple, qu'est-ce que tu en C'est penses? Est-ce que tu trouves que pareil. En fait, idéalement, quand on veut manger du fromage, qu'on mange du brebis et des chèvres, point. Idéalement, d'une chèvre heureuse élevée en Corse, dans la brousse, hein, ou d'un mouton élevé librement en Irlande, pourtant sur de l'herbe. Mais en fait, on n'a pas tous ces choix-là. Mais ouais, c'est acheter de la très bonne qualité en très petite quantité. Ça fait du sens pour le corps. Tout le reste n'a aucun intérêt. d'accord, d'accord. Voilà. Ok, ok. Et le skir, j'ai vu qu'il était passé là en 2 minutes plusieurs fois. Voilà quoi. Le skyr, il est plus riche en protéines et plus riche en gras. Donc c'est plus condensé, mais le skyr, fermenté au pas, il est aussi fermenté qu'un yaourt ou un fromage blanc. C'est la même chose. Ça, D'accord, c'est marketing à mort. Ça reste un produit laitier qui a exactement les mêmes impacts négatifs sur le corps. Et il y a certains corps humains qui peuvent digérer le lait parce qu'ils ont le lactase, mais il y en a plein qui ne l'ont pas. Et moi, par exemple, je ne l'ai plus. Donc en fait, en petite quantité, oui, en grosse quantité, ça passe pas, quoi. d'accord. Mais en général, le corps humain, biochimiquement, n'a pas besoin de produits laitiers. Donc chacun tranche pour lui ce qu'il fait. Mhm. Ouais, moi je suis passée au lait végétaux et je trouve que c'est plutôt agréable. Une fois de Non, temps en temps, un chocolat chaud euh, avec du bon chocolat fondu, avec de lait de vache, oui, mais ça reste exceptionnel. Je ouais. me le kiffe, mais ça reste exceptionnel. C'est les 20%, c'est OK. Eh bien, merci Mina pour toutes ces informations. Évidemment, les amis, chacun fait comme il veut. Vous me demandez le végétarisme, le jeûne. Si ça vous va, tester. Euh, incarnez-vous en testant, en essayant et en voyant ce qui vous va. Qu'est-ce que vous avez comme résultat? Est-ce que vous vous sentez mieux, moins bien? Soyez à l'écoute de ce que vous raconte votre corps, tout simplement. C'est ça. Le corps est notre diapason et c'est lui qui a le dernier mot. Toujours. Bien. Eh ben, je pense que nous allons clore sur ces sages paroles. Ouais. Mille
Ça fait un très grand plaisir de faire cette interview avec Et toi. largement partagé. Je te remercie pour toute cette richesse, pour tout ce contenu. Je vous encourage vivement à aller faire un tour sur sa page Insta, sur sa page Facebook. Il y a toujours une mine d'informations. Voilà. Merci d'avoir accepté cette invitation. Porte-toi bien et à très bientôt. Merci. À bientôt, Aline. Plein de choses. Bonne Bye bye. Merci, soirée. amis. Bonne soirée.